27 juillet 1944. Près de Saint-Lambert-sur-Dive, Normandie, France. L'obus de 88 mm traversa la coque du Sherman avec un hurlement métallique qui aurait dû sceller le sort des 5 membres d'équipage à l'intérieur. Un canonnier de Panther de la 2e division SS Panzer Das Reich observait trou son viseur, attendant l'éruption de flammes inévitables qui suivait toujours une pénétration réussie. Cible détruite. Chauffeur avance de 20 mètres pour un meilleur angle sur le second char. Mais les flammes ne vinrent jamais. La tourelle du Sherman pivota vers eux, son canon de 76 mm cherchant vengeance. Le chargeur allemand, already atteignant un autre obus, se figea dans la confusion. Ce char américain aurait dû être un cercueil enflammé à l'heure qu'il est. Chaque manuel d'entraînement, chaque expérience de combat de la Russie à l'Afrique, chaque information de renseignement en leur possession le disait. Ce que l'équipage du Panther witnessed ce matin-là était une révolution dans la guerre des blindés que les forces allemandes avaient complètement manqué. Le M4A376W Sherman, qu'il venait d'engager, était équipé d'un système de stockage humide, des munitions, wet storage, des casiers à double paroi remplis de 140 litres de liquide ignifuge qui empêchaient les incendies catastrophiques de munitions sur lesquels comptaient les artilleurs allemands depuis 1942. Cette modification, présente dans chaque char Sherman produit après janvier 1944, avait réduit la probabilité d'incendie après pénétration de 60 à 80% à seulement 10 à 15%. À travers la campagne normande ce matin-là, la 2e division blindée attaquait avec 104 de ses Shermans améliorés. Aucun rapport de renseignement allemand, aucun briefing de la Wehrmacht, pas même des rumeurs chuchotées du front, n'avaient averti les équipages de chars allemands que leur principale assumption tactique concernant les blindés américains était devenue dangereusement obsolète. La transformation avait commencé dans le sillage d'un désastre. 14 février 1943, col de Kasserine, Tunisie. Des blindés américains gisaient en flammes à travers le fond de la vallée. Des M4 Sherman transformés en crématorium par les canons allemands de 88 mm. Sur 300 chars américains engagés, 183 étaient détruits, la plupart consumés par des incendies de munitions qui tuaient des équipages entiers en secondes. La section de recherche opérationnelle britannique documenta que 65% des Sherman mis hors de combat brûlaient complètement. Des études américaines montrèrent des chiffres encore pires, jusqu'à 80% dans certains engagements. Le Tank Automotive Center de l'Ordnance Department analysa chaque Sherman mis hors de combat en Afrique du Nord. Leur conclusion était stark. Le propergol des munitions, et non l'essence, causait la plupart des incendies. Les 70 obus et plus stockés dans des racks ouverts throughout le compartiment de combat devenaient des incendiaires instantanés quand ils étaient touchés par des fragments d'acier chaud. La solution émergea through une conception itérative. Un ingénieur chimiste de Dupont, assistant à une réunion du Conseil des chars en novembre 1943, suggéra d'entourer les munitions de liquide. Les propositions initiales semblaient absurdes. Remplir tout le compartiment de combat d'eau, créant des compartiments semblables à ceux d'un sous-marin. Mais through le développement, le concept évolua vers l'élégance. Des conteneurs de munitions à double paroi avec des cavités remplies de liquide positionnés dans le plancher de la coque, loin des points d'impact probables. En décembre 1943, la Press Steel Car Company en Pennsylvanie réorganisait ses lignes d'assemblage. Le premier, M4A, un 76W, sortit de la ligne de production le 3 janvier 1944. La désignation W signifiant wet, humide, bien que peu en dehors des usines comprirent sa significance. Les tests à l'Aberdeen Proving Ground validèrent le concept au-delà des attentes. Lors de tests contrôlés, des techniciens tirèrent sur les casiers à munitions avec des canons allemands capturés de 75 mm et 88 mm. Le stockage à sec détonna dans 73% des impacts. Le stockage humide brûla dans seulement 15% des cas. Des films des tests, classifiés jusqu'en 1963, montrèrent la différence dramatique.
des munitions à sec erupting en colonne de flammes versus le stockage humide, produisant de petites bouffées de fumée quickly éteintes par le liquide qui se répandait. La modification était complète. Chaque casier à munitions consistait en des cellules à double paroi concentrique contenant 10 obus, l'espace entre les parois étant rempli initialement d'eau, puis d'un mélange au glycol, et finalement d'une solution spécialisée appelée Amudamp. La chimie était cruciale. L'eau pure gelait en hiver. Le glycol empêchait le gel, mais causait de la corrosion, tandis que l'Amudamp, phosphate de sodium et de potassium éthylique, résolvait les deux problèmes, tout en maintenant la suppression des incendies. Le M4A375W transportait 100 obus dans le stockage au plancher, plus 4 obus prêts à l'emploi, protégés par 140 litres au total. Les variants de 76 mm stockaient 71 obus avec 138 litres de protection. Le système ajoutait 400 kg au poids du char, mais améliorait dramatiquement la survie. En avril 1944, 130 Shermans M4A 176W étaient arrivés en Angleterre. Les 2e et 3e divisions blindées en reçurent chacune 52, bien que le déploiement initial fût retardé. Des inquiétudes concernant l'entraînement sur le nouveau canon de 76 mm et la logistique d'approvisionnement en munitions les empêchèrent de participer au débarquement du jour J. Ces Sherman améliorés verrèrent le combat pour la première fois pendant l'opération Cobra, commençant le 25 juillet 1944. L'opération Cobra commença à 9h38 le 25 juillet 1944, avec le bombardement aérien tactique le plus lourd de l'histoire. Alors que la fumée se dissipait après le bombardement en tapis, les blindés américains surgirent vers l'avant, through la brèche à Saint-Lô. Les éléments de tête incluaient les 2e et 3e divisions blindées équipées des premiers Shermans à stockage humide à voir le combat en Europe. La Panzer Lehr Division, dévastée par le bombardement, positionna les Panthers survivants en position d'embuscade. Les rapports allemands d'après-action, capturés quand le quartier général de la Panzer Lehr fut submergé, reflétèrent une confusion croissante concernant la résilience des chars américains. Les Panthers achievent des pénétrations sur des Shermans à des distances favorables. Pourtant, de nombreuses cibles continuaient à se battre ou se retiraient par leurs propres moyens plutôt que de brûler comme prévu. Les équipages allemands ne savaient pas qu'ils avaient rencontré des Sherman M4A376W et M4A176W des 67e et 33e régiments blindés. Parmi les chars que les artilleurs allemands croyaient détruits, beaucoup retourneraient au combat dans les 48 heures après des réparations sur le terrain. Ceux qui brûlaient avaient typiquement été touchés dans le compartiment moteur. La protection des munitions avait fonctionné exactement comme conçu. Les positions défensives allemandes, calculées sur des assumptions de perte de chars américains, se révélèrent inadéquates quand les Shermans protégés survécurent à des taux inattendus. Les contre-attaques lancées, assuming des pointes américaines affaiblies, rencontrèrent une opposition plus forte qu'anticipée. L'ingénierie derrière le système représentait une innovation exceptionnelle en temps de guerre. Chaque casier de stockage consistait en des conteneurs à double paroi manufacturés avec précision avec des écarts de 4 cm entre les coques intérieures et extérieures. Ces écarts contenaient approximativement 2 litres de liquide par cellule de 10 obus. Le processus de développement avait été remarquablement rapide pour des standards militaires. Les systèmes initiaux à eau seulement, testés en octobre 1943, prouvèrent le concept mais révélèrent des problèmes. Gel par temps froid, corrosion des douilles en laiton et croissance bactérienne dans l'eau stagnante. L'ajout d'éthylène glycol résolut le gel mais accéléra la corrosion. La solution finale, l'Amudamp, contenait du phosphate de sodium et de potassium éthylique avec des inhibiteurs de rouille et des biocides. Ce mélange restait liquide jusqu'à moins 40 degrés Celsius, empêchait la corrosion, inhibait la croissance bactérienne et améliorait actuellement la suppression des incendies par rapport à l'eau pure. Chaque char nécessitait un remplissage initial, puis des vérifications périodiques des niveaux trous des ports d'inspection.
Selon les archives de l'Ordnance Department, l'efficacité du système dépassa les projections. Quand des fragments d'obus pénétrèrent le casier, le liquide inondait l'extérieur, trempant tout propergol exposé avant qu'il ne puisse s'enflammer. Même si du propergol prenait feu, le liquide empêchait la propagation à d'autres obus. Les chars passaient de pertes totales à des dommages mineurs avec cette simple modification. À Kummersdorf, le terrain d'essai, le renseignement technique allemand conduisait une analyse des blindés américains en utilisant des spécimens capturés en Tunisie avant l'existence du stockage humide. L'évaluation se concentrait sur des chars M4A1 de la première division blindée, capturés à Sidi Bouzid en février 1943. Les rapports techniques allemands documentaient méticuleusement chaque aspect de la conception du Sherman. Composition du blindage, performance du moteur, caractéristiques de la transmission et stockage des munitions. Des bulletins de renseignement distribués aux unités Panzer contenaient des dessins détaillés du placement des racks de munitions dans les sponsons au-dessus du niveau des chenilles, avec des recommandations de cibler ces zones pour un effet maximum. Ce renseignement, distribué comme doctrine à toutes les unités Panzer, devint standard pour les équipages de chars allemands. Les écoles de tir de Putlos à Paderborn enseignaient aux étudiants de viser les sponsons des Shermans. Des cartes de tir émises aux unités anti-char highlight ces zones en rouge. La doctrine tactique était intégrée si thoroughly que même quand les impacts dans les sponsons cessèrent de produire des incendies, les équipages assumèrent qu'ils avaient simplement manqué les munitions. Le timing s'avéra catastrophique pour les forces allemandes. Leur analyse complète du Sherman se conclut juste au moment où les usines américaines commencèrent à produire les variants modifiés. Chaque mise à jour ultérieure du renseignement référença l'évaluation plus ancienne comme définitive. Quand les unités de première ligne rapportèrent une survie inhabituelle des Shermans, les officiers d'état-major rejetèrent cela comme des exagérations de troupes stressées par le combat. La transformation de la production de chars américains début 1944 représenta une coordination industrielle sans précédent dans la guerre. Le Fisher Tank Arsenal à Grand Blanc, Michigan, transitionna de la production M4A2 à M4A3, puis incorpora les nouvelles modifications sans arrêter la ligne de production. Entre février 1944 et mars 1945, Fisher produisit 3071 chars M4 à 375W. Les planchers de coque needed une refonte complète pour accommoder les casiers de munitions Below, le panier de tourelle. Cela signifia de nouvelles matrices d'estampage, des gabarits de soudage modifiés, des séquences d'assemblage altérées. Le panier de tourelle partiel, remplaçant le plancher rotatif complet pour permettre l'accès aux munitions de la coque, required de reconcevoir tout le mécanisme de rotation de la tourelle. Les lignes hydrauliques, câbles électriques et liaisons de contrôle needed, tous un reroutage autour des nouvelles positions de munitions. La Pressed Steel Car Company, en Pennsylvanie, atteignit des étapes de production similaires. Commençant la production M4A, un 76 doigts, en janvier 1944, ils manufacturèrent 3426 unités through juillet 1945. Ils durent intégrer le système de munitions avec la nouvelle installation du canon de 76 mm. Une arme plus large requiring des modifications de tourelle, des munitions différentes et une redistribution du poids rééquilibrée. En juin 1944, les usines américaines produisaient seulement des variants à stockage humide. La transition avait été achieved si smoothly que le renseignement allemand, travaillant à partir de spécimens capturés vieux d'un an, resta unaware du changement fondamental. Le paysage de haies, bocage de Normandie devint un terrain d'essai involontaire pour l'efficacité de la modification. Le terrain de bocage forçait le combat à des distances où les canons allemands pénétraient facilement le blindage des Sherman. Pourtant, les pertes de chars américains se révélèrent étonnamment récupérables. Les bataillons de maintenance de la 3e armée rapportèrent récupérer et réparer 67% des Sherman mis hors de combat pendant l'opération Cobra. Des chars qui auraient été des pertes totales par incendie avec un stockage à sec, approximately 70%, retournèrent en service avec la nouvelle protection. Cette multiplication invisible de la force blindée américaine confonda la planification allemande à tous les niveaux.
Les commandants allemands exprimèrent de la frustration dans leurs journaux de guerre concernant des chars américains semblant avoir des réserves inépuisables. Les Panthers achievent des impacts, même des pénétrations, mais beaucoup ne produisaient pas de destruction permanente. Les unités de maintenance américaines récupéraient des chars que les équipages allemands croyaient détruits, les réparaient et les retournaient au combat. Le modèle mathématique que l'état-major allemand utilisait pour calculer la force ennemie, basé sur les pertes permanentes dues aux incendies de munitions, ne fonctionnait plus. Le major général Maurice Rose de la 3e division blindée mena l'assaut avec approximately 200 Shermans améliorés. En 7 jours de combats intenses, la division avança de 160 km, livra des douzaines d'engagements et maintint l'élan opérationnel malgré des contre-attaques allemandes spécifiquement conçues pour détruire les blindés américains. La réponse allemande, l'opération Lüttich, la contre-offensive de Mortain, lancée le 7 août avec 4 divisions Panzer visant à couper les pointes américaines. Le plan assumait que les unités blindées américaines seraient épuisées et diminuées après leur avance rapide. Le renseignement allemand estima la force des chars américains à 60% des nombres réels, manquant les Shermans récupérés et réparés que la modification avait sauvés. La résistance de la 30e division d'infanterie à Mortain, soutenue par des bataillons de chars équipés de Sherman modifiés, brisa la puissance offensive allemande. Le 743e Tank Bataillon absorba des attaques répétées par des unités Panzer SS et de la Wehrmacht. Malgré de nombreuses pénétrations, le bataillon maintint la cohésion et l'efficacité au combat throughout la bataille de 6 jours. La bataille d'Haraucourt, en septembre 1944, fournit la démonstration la plus claire de la nouvelle réalité. Quand la 113e Panzer Brigade attaqua les positions américaines le 19 septembre, elle s'attendait à obtenir une surprise tactique et à détruire les blindés américains par une artillerie allemande supérieure. L'attaque allemande initiale obtint de nombreux impacts sur les Shermans de la 4e division blindée. Les Panthers et Panzer IV rapportèrent de multiples pénétrations sur des chars américains à des distances favorables, mais la réponse américaine défia les attentes. Au lieu de se retirer avec de lourdes pertes, la 4e division blindée contre-attaqua avec une force inattendue. Les statistiques racontent l'histoire. La 4e division blindée subit 150 et une perte de Sherman pendant les batailles d'Haraucourt, mais parmi celles-ci, seulement 41 étaient des pertes totales. Les 110 restants furent réparés et retournés en service, la plupart en une semaine. Le renseignement allemand, comptant les 151 comme des pertes permanentes, calcula que la 4e division blindée aurait dû être inefficace au combat. Au lieu de cela, elle maintint des opérations offensives throughout. Le général Patton, initialement sceptique concernant les Sherman de 76 mm, revint sur son opinion après Haraucourt. La 3e armée accepta subsequently seulement les variants à stockage humide armés de 76 mm, reconnaissant qu'une puissance de feu améliorée plus une survie accrue créait une capacité de combat supérieure. Alors que l'automne 1944 progressait, les Shermans améliorés de seconde génération entrèrent en combat. Le M4A3 E8 Easy 8 incorpora les leçons apprises. Suspension améliorée, chenilles plus larges pour une meilleure mobilité malgré le poids ajouté et stockage de munitions raffinées avec un meilleur accès de l'équipage. Ces chars commencèrent à atteindre les unités de première ligne en octobre 1944. Le variant d'assaut spécialisé, le M4A3E2 Jumbo, incorpora le stockage humide dès la production initiale, commençant en juin 1944. Avec un blindage frontal atteignant 100 mm et un blindage de tourelle jusqu'à 150 mm, le Jumbo pouvait absorber des punitions trement douces. Combiné avec la protection des munitions, ces chars achievent des taux de survie qui déconcertaient les observateurs allemands. En novembre 1944, la première armée déployait 105 M4A3E2 à travers divers bataillons de chars. La 3e armée avait 90 Jumbo dans 6 bataillons. Ces chars menèrent des assauts sur des positions fortifiées, absorbant des punitions qui auraient détruit des compagnies entières de Shermans plus anciens.
L'opération Wacht am Rhein, la dernière offensive désespérée de l'Allemagne à l'ouest, lancée le 16 décembre 1944, était basée sur des renseignements erronés concernant les capacités blindées américaines. La planification allemande assumait que les pertes de chars américains suivraient les patterns établis en 1943. Le succès de l'offensive dépendait de la destruction rapide des réserves blindées américaines. Les planificateurs allemands calculèrent que des attaques de Panzer concentrées élimineraient les unités de chars américaines, piecemeal. Ces calculs assumaient la vulnérabilité traditionnelle des Sherman. Quand les Sherman protégés survécurent à des taux inattendus, le calendrier opérationnel s'effondra. L'Obersturmbannführer SS Joachim Peiper, menant la pointe du Kampfgruppe Peiper de la première division SS Panzer, rencontra cette réalité près de Stoumont le 19 décembre. Ces Panthers achievent de nombreuses pénétrations sur des Sherman du 743e Tank Battalion à courte portée. Pourtant, la résistance américaine continua. Dans des interrogatoires d'après-guerre, Peiper exprima de la frustration concernant des chars américains continuant à se battre après avoir pris des impacts qui auraient dû les détruire. Le 761e Tank Battalion, les Black Panthers afro-américains, démontrèrent ces avantages throughout leurs 183 jours de combat continu, incluant les combats dans les Ardennes. Le Staff Sergeant Ruben Rivers, décoré à titre posthume de la Medal of Honor, exemplifia la survie fournie. Son char absorba 2 impacts directs le 19 novembre qui pénétrèrent la coque, mais n'enflammèrent pas les munitions. Rivers continua à se battre malgré ses blessures, son équipage survivant à des impacts qui les auraient tous tués dans des modèles de Sherman plus anciens. Alors que 1945 commençait, les forces allemandes capturaient des Sherman à stockage humide intacts avec une fréquence croissante. L'opération Nordwind résulta en la capture de nombreux chars M4 à 375W du 43e Tank Bataillon près de Herrlichheim en janvier. Les équipages allemands opérèrent ces véhicules capturés pendant plusieurs jours sans reconnaître la significance des conteneurs de munitions remplis de liquide. Le service de renseignement technique de la Wehrmacht, Prüf 6, avait effectivement cessé de fonctionner début 1945. Les quelques spécialistes techniques still working se concentrèrent sur des projets désespérés d'armes miracles, Wunderwaffen, plutôt que sur l'analyse de l'équipement ennemi. Même si les troupes de première ligne avaient reconnu la significance de la modification, aucun mécanisme n'existait pour traiter et disséminer ce renseignement. L'opération Research Office de l'US Army, dans son étude d'après-guerre OROT 117, documenta la transformation. Les Shermans pré-modification brûlaient dans 60 à 80% des impacts pénétrants. Les variants à stockage humide brûlaient dans seulement 10 à 15% des cas. Cette réduction multiplia invisiblement l'efficacité blindée américaine. Un bataillon de chars avec 50 Sherman subissant 30 impacts pénétrants aurait perdu 18 à 24 chars par le feu avec un stockage à sec. Avec le stockage humide, seulement 3 à 5 brûlaient, laissant 25 à 27 réparables. Le bataillon maintient son efficacité au combat, instead de requérir une reconstitution complète. À travers le théâtre européen, cet avantage mathématique s'accumula stratégiquement. Des estimations conservatrices suggèrent que la modification empêcha la combustion dans au moins 1000 chars, représentant 5000 membres d'équipage, entraînés, sauvés et des douzaines de bataillons maintenant leur efficacité au combat. La planification allemande n'incorpora jamais ces réalités. Chaque plan opérationnel utilisa des données obsolètes sur la vulnérabilité des Sherman. Cette erreur systématique se répéta à travers des milliers d'engagements et contribua directement à la défaite allemande. Des interrogatoires et mémoires d'après-guerre confirment le fossé du renseignement. Aucun compte rendu allemand des années de guerre ne mentionne la reconnaissance de cette modification. Otto Carius, qui détruisit plus de 150 chars ennemis, écrivit extensivement sur le combat contre les Shermans dans Tigers in the Mud, sans mentionner une résistance au feu inhabituelle. Le récit d'Ernst Bachmann de son fameux combat ne mentionne jamais de surprise concernant la survie des Shermans après des impacts. Des historiques d'unités compilés par des associations d'anciens combattants fournissent des preuves supplémentaires.
Les historiques de la Panzerlehr, de la 2e SS Panzer, de la 116 Panzer Division ne contiennent aucune reconnaissance d'une survie améliorée des Shermans. Ce ne sont pas des historiques officiels, sujettes à la censure, mais des souvenirs privés à manque des camarades. L'échec du renseignement sur le stockage humide représente l'un des breakdowns de renseignement les plus complets dans la guerre moderne. De multiples facteurs créèrent cet angle mort. L'évaluation technique allemande des chars Sherman se produisit en utilisant des spécimens capturés avant l'existence de la modification. Au moment où les Shermans à stockage humide entrèrent en combat, les forces allemandes étaient passées à des opérations défensives avec une opportunité limitée pour une collecte systématique de renseignements techniques. La dysfonction organisationnelle empêcha les observations sur le terrain d'atteindre les analystes. Le renseignement technique allemand était divisé entre de multiples agences competing avec un partage d'informations. Les contraintes de ressources signifièrent que les véhicules capturés allaient immédiatement en service plutôt qu'en évaluation. Des facteurs culturels, incluant une overconfidence dans la supériorité technique allemande, réduisirent le besoin perçu d'une analyse détaillée de l'équipement ennemi. L'invisibilité de la modification s'avéra cruciale. Elle ne changea pas l'apparence des Sherman, ne requiert pas de nouvelles tactiques, n'annonça pas sa présence. Le renseignement allemand, cherchant des changements dramatiques, manqua la révolution subtile occurring à l'intérieur des chars américains. L'histoire du stockage humide offre des leçons durables. Le renseignement technique requiert des mises à jour continues. L'ennemi étudié hier n'est peut-être pas l'ennemi affronté aujourd'hui. Les innovations n'ont pas besoin d'être révolutionnaires pour être décisives. Des améliorations évolutives résolvant des problèmes spécifiques peuvent s'avérer plus valuables que des reconceptions dramatiques. Pour les ingénieurs militaires, la modification exemplifie une philosophie de conception efficace. Identifier le problème spécifique, développer une solution pratique, implémentée à travers la production. La modification qui peut être déployée immédiatement peut surpasser la solution parfaite requiring des années de développement. Les services de renseignement voient des leçons de prudence concernant les angles morts analytiques. La capacité ennemie qui semble impossible peut être celle qui s'avère décisive dans une guerre où l'information égale des munitions. L'échec du renseignement s'avère aussi mortel que l'échec mécanique. Le système de stockage humide des munitions du char Sherman réduisit la probabilité d'incendie catastrophique de 75% et sauva des milliers de vies alliées. Pourtant, son plus grand succès fut de rester non détecté par les forces allemandes throughout l'année finale cruciale de la Seconde Guerre mondiale. De son introduction en janvier 1944 through la fin de la guerre en mai 1945, chaque opération blindée américaine majeure employa des nombres substantiels de Shermans améliorés. Les forces allemandes les rencontrèrent de l'opération Cobra à la défense finale du Reich en capturant et en opérant des centaines sans reconnaître leur amélioration fondamentale. Les ingénieurs américains conçurent le système pour sauver des vies, non pour tromper les ennemis. Pourtant, son invisibilité pour le renseignement allemand multiplia son efficacité au-delà du calcul. La modification valida la philosophie de conception américaine. Des solutions pratiques implémentées rapidement prouvèrent supérieures à la poursuite allemande de la perfection technique. L'histoire enregistre le stockage humide comme une amélioration technique cruciale qui aida à gagner la Seconde Guerre mondiale. Plus précisément, il devrait être remembered comme la modification qui gagna, en restant caché, achieve la victoire through l'ignorance ennemie autant que par l'ingénierie américaine. Les équipages de chars allemands combattirent le mauvais ennemi avec des tactiques obsolètes basées sur des assumptions erronées et perdirent. La modification ne sauva pas seulement des vies américaines, elle écourta la guerre en maintenant la force blindée américaine à des niveaux qui accélérèrent la défaite allemande. Dans cet avantage caché multiplié à travers 1000 batailles, nous trouvons l'une des histoires les plus remarquables, yet méconnues, de la Seconde Guerre mondiale. Une simple modification qui changea tout en restant invisible à ceux qui avaient le plus besoin de la voir.